Laissez-moi vous brosser un tableau. Vous avez 74 ans, vous vous sentez bien, vous dormez bien, votre énergie est correcte et vous faites des choses que vous aimez. Vous allez à votre examen physique annuel, une routine, rien de spécial. Votre médecin jette un coup d'œil à votre dossier et dit « Vous savez quoi ? Faisons quelques tests juste pour être sûr ». 6 semaines plus tard, vous êtes assis dans le cabinet d'un chirurgien. Non pas parce que quelque chose n'allait pas chez vous, mais parce que ces tests, juste pour être sûr, ont trouvé quelque chose. Et ce quelque chose a déclenché une chaîne d'événements que votre corps de 74 ans n'était pas équipé pour gérer. Et maintenant, la vie dont vous profitiez tranquillement semble très différente. Cette histoire exacte se produit plus souvent que le système médical ne veut l'admettre. Les données derrière cela méritent une conversation sérieuse. Cette information est dédiée à une seule chose, aider les adultes de plus de 60 ans à comprendre ce que la recherche dit réellement sur leur santé en langage clair. Ce que je m'apprête à partager ne vient pas d'un seul manuel, cela vient d'années d'études de la littérature médicale et d'une attention particulière à ce que les preuves montrent lorsque le système fonctionne en pilote automatique. Voici la vérité que la plupart des médecins ne diront pas à voix haute lors d'un rendez-vous de 15 minutes. Après l'âge de 70 ans, certains des tests médicaux de routine les plus courants peuvent ne faire plus de mal que de bien, non pas parce que la médecine est défaillante, mais parce que le calcul risques-avantages change radicalement avec l'âge et personne ne fait ce calcul avec vous dans la pièce. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 bilans de santé spécifiques que je reconsidérerai personnellement après 70 ans. Je vous dirai pourquoi le calcul change, je partagerai ce que j'ai vu arriver à de vrais patients et à la fin, je vous donnerai un ensemble de questions qui changeront complètement la dynamique de votre prochain rendez-vous chez le médecin. Restez avec moi pour les 5, car le 3e a arrêté de nombreuses personnes nettes lorsqu'elles l'ont entendu pour la première fois. Et le 5e est celui dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler avant qu'il ne soit trop tard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous aujourd'hui ? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Je les lis tous et cela m'aide vraiment à voir qui fait partie de cette communauté. Donc, avant d'aborder les 5 bilans, je dois vous donner un concept car sans lui, rien de ce que je m'apprête à dire n'aura pleinement de sens. Je l'appelle la lentille de la longévité. Quand vous avez 50 ans, la médecine de dépistage fonctionne à merveille. Vous trouvez un problème tôt, vous le traitez et vous vous offrez potentiellement 30 années de vie saine supplémentaires. L'investissement en vaut la peine, le calcul est clair, mais voici ce qui change après 70 ans. 3 choses spécifiquement. Premièrement, de nombreuses affections détectées par un dépistage de routine chez les personnes âgées ne vous nuiront jamais réellement. Elles évoluent lentement, ne causent aucun symptôme et vous les survivrez probablement. Mais une fois qu'elles apparaissent sur un rapport, la médecine n'a pas de bouton « laisser tranquille » et « observer ». Elle a un bouton de traitement. Et deuxièmement, la tolérance de votre corps aux interventions diminue avec l'âge. L'opération dont un homme de 55 ans se remet en 2 semaines, cette même opération chez une personne de 78 ans peut signifier des mois de convalescence, des complications, une perte d'autonomie ou pire. Troisièmement, il existe ce qu'on appelle l'effet cascade. Un test détecte une petite anomalie, cela déclenche un examen de suivi, l'examen recommande une biopsie, la biopsie conduit à une procédure, la procédure entraîne une complication. Et soudain, une personne qui est entrée en se sentant parfaitement en bonne santé se retrouve à naviguer dans un cauchemar médical. Tout a commencé par un test dont elle n'avait pas besoin, voilà la lentille de la longévité, gardez-la à l'esprit à mesure que nous parcourons chaque point. Coloscopie de routine après 75 ans. Laissez-moi vous parler de Dorothy. Dorothy avait 77 ans, une bibliothécaire à la retraite du Tennessee rural. Elle avait eu 2 coloscopies dans la 50aine et la 60aine, toutes 2 parfaitement propres. Pas de polypes, pas d'antécédents familiaux de cancer du côlon, aucun symptôme. Mais son nouveau médecin traitant a regardé son dossier et a dit qu'elle devait en faire une autre. Dorothy a fait ses recherches, elle avait des inquiétudes, mais elle ne voulait pas paraître difficile, alors elle y est allée. La préparation, le liquide à boire la veille pour purger les intestins a durement affecté ses reins. Le lendemain matin, elle était confuse, étourdie et à peine capable de se tenir debout. Sa fille l'a emmenée d'urgence à l'hôpital avant même qu'elle n'ait pu subir la procédure.
Elle était gravement déshydratée et ses électrolytes étaient si dangereusement bas que son cœur était en danger. Dorothy a passé 4 jours à l'hôpital, elle n'a jamais eu la coloscopie et l'ironie, elle n'en avait pas besoin. Le groupe de travail américain sur les services préventifs, l'organisme de référence qui établit les directives de dépistage dans ce pays, déconseille officiellement le dépistage par coloscopie de routine pour les adultes à risque moyen de plus de 75 ans. Les preuves sont claires. Après 75 ans, si vous n'avez pas de symptômes, pas d'antécédents familiaux et des examens précédents clairs, les risques commencent à l'emporter sur les bénéfices et ces risques sont réels. La perforation intestinale, une déchirure littérale de votre côlon, survient dans environ une coloscopie sur 500. Chez un adulte plus jeune, c'est une complication chirurgicale gérable. Chez une personne de 77 ans, cela peut signifier une chirurgie d'urgence, une poche de colostomie, une hospitalisation prolongée et une convalescence qui modifie fondamentalement votre qualité de vie. Pendant ce temps, les cancers du côlon les plus susceptibles d'être détectés chez les adultes âgés asymptomatiques ont tendance à croître lentement, suffisamment lentement pour que dans de nombreux cas, ils ne causent jamais de problème pendant la vie restante d'une personne. Que faire à la place? Demandez à votre médecin un test non invasif basé sur les selles comme le Cologuard ou le test FIT annuel. Ceux-ci peuvent signaler de véritables signes avant-coureurs sans les risques procéduraux. Et si vous avez des symptômes, du sang dans les selles, des changements inexpliqués dans les habitudes intestinales, cela change complètement l'équation. Consultez votre médecin. Dépistage agressif du PSA de la prostate et mammographie annuelle pour les patients à faible risque. Soyons très précis ici car ce sujet mérite des nuances. Je ne dis pas de ne jamais dépister le cancer. Le dépistage du cancer a sauvé des millions de vies et il peut absolument sauver la vôtre. Ce que je dis, c'est ceci. Après 75 ans, le dépistage agressif du cancer chez les individus à risque moyen et asymptomatique pose un grave problème de surdiagnostic. Et le surdiagnostic mène directement au surtraitement. Voici ce que signifie le surdiagnostic en langage clair. La technologie d'imagerie d'aujourd'hui est si sensible qu'elle peut détecter des cancers qui sont, biologiquement parlant, à peine éveillés. De minuscules tumeurs à croissance lente qui, laissées seules, ne se propageraient jamais, ne causeraient jamais de symptômes et ne raccourciraient jamais votre vie. Et vous mourriez avec elle, pas d'elle, mais dès qu'un radiologue écrit le mot malignité sur un rapport, la machine clinique se met en marche. Biopsie, référence à des spécialistes, décision de traitement, tout cela progresse, que le cancer représente ou non une menace réelle pour vous. Considérez un cas comme celui de Richard, un mécanicien à la retraite de 79 ans de Géorgie. Vif, indépendant, pêchant encore les week-ends, le PSA de routine est revenu légèrement élevé. La biopsie a confirmé un cancer de la prostate de bas grade à évolution lente. Son urologue a recommandé la radiothérapie. Richard a fait confiance à la recommandation. Il a suivi le traitement. En 1 an, il souffrait de fatigue chronique, de problèmes urinaires et sa qualité de vie avait considérablement diminué. Des histoires comme la sienne sont documentées dans la littérature médicale. Des hommes qui, avec le recul, auraient souhaité comprendre que leur cancer était du genre avec lequel un homme de son âge aurait presque certainement vécu et non dont il serait mort. Cette connaissance, si elle était venue plus tôt, aurait pu tout changer. Des études publiées dans le New England Journal of Medicine ont révélé qu'une partie substantielle des cancers détectés par mammographie chez les femmes de plus de 70 ans étaient cliniquement insignifiants, ce qui signifie que le traitement n'offrait aucun bénéfice de survie, seulement des effets secondaires. Que faire à la place? Ayez une conversation honnête avec votre médecin sur votre profil de risque spécifique. Si vous avez des antécédents familiaux, des marqueurs génétiques ou des symptômes, faites un dépistage. Eh bien, si vous êtes à risque moyen, sans symptômes, demandez directement à votre médecin. Si nous trouvons quelque chose, quelles sont les options de traitement réalistes à mon âge et que recommanderiez-vous probablement? Cette seule question change souvent la conversation. Si vous êtes toujours là avec moi et que vous trouvez cela utile, prenez un moment pour taper 2 dans les commentaires. Cela me fait savoir que vous regardez et que vous en tirez de la valeur. Test d'effort cardiaque de routine sans symptômes. Celui-ci surprend les gens car il semble si logique. Votre médecin dit « Vous avez 72 ans, assurons-nous simplement que votre cœur va bien ».
Vous montez sur un tapis roulant où ils vous donnent un médicament qui stresse temporairement votre cœur et surveille la réponse. Cela semble bénin, cela semble responsable. Voici le problème. Les tests d'effort cardiaque chez les personnes asymptomatiques ont des taux de faux positifs qui peuvent atteindre 40% ou plus dans certaines populations. Cela signifie que près de la moitié du temps, le test signale une anomalie alors que votre cœur va en réalité très bien. Mais la médecine ne peut pas simplement ignorer un résultat anormal. Cette fausse alarme vous lance dans la phase suivante, un cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme consiste à insérer un tube fin à travers vos vaisseaux sanguins, généralement via votre poignet ou votre aine, directement dans votre cœur. C'est une procédure sérieuse. Les risques incluent des saignements, des lésions vasculaires, des arythmies et dans de rares cas, cela peut déclencher l'infarctus ou l'AVC, même que vous essayez de prévenir. Et voici où cela devient encore plus contre-intuitif. Si le cathétérisme révèle un blocage partiel, ce qui est extrêmement courant chez les adultes de plus de 70 ans, dont beaucoup n'ont absolument aucun symptôme, vous pourriez vous retrouver avec un stent cardiaque. Plusieurs essais cliniques majeurs, y compris l'étude Ischemia, largement citée, ont montré que la pose de stent chez les patients atteints de maladies coronariennes stables ne réduisait pas les crises cardiaques ni ne prolongeait la vie par rapport à un traitement médicamenteux et à une gestion du mode de vie seul. Permettez-moi de le répéter, le stent n'a pas aidé plus que le médicament, mais il comportait des risques réels et ensuite une vie de fluidifiants sanguins avec leurs propres complications hémorragiques. Vous êtes donc passé de vous sentir bien à un test de routine, une fausse alarme, un cathétérisme instant, des anticoagulants, un suivi continu, et vous n'êtes statistiquement pas mieux loti que quelqu'un qui a simplement géré cela avec des médicaments et une marche quotidienne de 30 minutes. Mais que faire à la place? Si vous n'avez pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement inexpliqué, pas d'étourdissement pendant l'activité. Les tests d'effort de routine recherchent des problèmes dans une population où les problèmes sont courants et où l'intervention n'aide pas toujours. Discutez plutôt avec votre médecin de l'optimisation de vos facteurs de risque. Tension artérielle, cholestérol, glycémie, niveau d'activité, sommeil, c'est là que se trouvent les vrais gains. Dépistage de routine de la densité osseuse par DEXA avec médication automatique. Voici un sujet qui met les gens mal à l'aise quand je l'aborde car l'ostéoporose est réelle et les chutes sont dévastatrices chez les personnes âgées. Alors laissez-moi être prudent. Je ne remets pas en question la réalité de la perte osseuse avec l'âge. Je remets en question la logique automatique qui suit souvent un résultat de scan DEXA chez les patients de plus de 75 ans. Un scan DEXA détecte une faible densité osseuse, votre médecin prescrit un bisphosphonate, des médicaments comme l'alendronate ou le risedronate. Vous les prenez pendant des années en supposant que vous êtes protégé, mais voici ce qui est souvent passé sous silence. Alors, l'utilisation à long terme de bisphosphonate a été associée à une condition rare mais grave appelée fracture fémorale atypique, des fractures de stress spontané du fémur, l'os même que vous essayez de protéger. Ces fractures peuvent être graves et nécessiter une intervention chirurgicale. De plus, ces médicaments sont liés à l'ostéonécrose de la mâchoire. Il y a une détérioration osseuse de la mâchoire qui est douloureuse et très difficile à traiter. Pendant ce temps, l'intervention la plus efficace pour prévenir les fractures chez les personnes âgées, sans exception, n'est pas un médicament, c'est la prévention des chutes. Je parle d'entraînement à l'équilibre. Des études montrent que le tai chi réduit spécifiquement le risque de chute de près de 50% en éliminant les risques de trébuchement à la maison, en installant des barres d'appui, en vérifiant les effets secondaires des médicaments qui causent des vertiges, en faisant vérifier la vue régulièrement et en assurant un apport adéquat en protéines et en vitamine D dans l'alimentation. Ces interventions réduisent le risque de fracture de manière plus significative que n'importe quelle pilule sans aucun effet secondaire. Je ne dis pas de ne jamais prendre de médicaments pour la santé osseuse. Il y a absolument des patients qui en ont besoin, ceux qui ont eu des fractures, ceux avec des scores T très bas, ceux avec des facteurs de risque spécifiques. Mais un DEXA de routine menant à une médication automatique à long terme pour une personne active de 74 ans qui n'a jamais eu de fracture et est par ailleurs en bonne santé. C'est une conversation qui vaut la peine d'être eue,
pas une conclusion inéluctable. Ce qu'il faut demander à votre médecin, avant de parler de médicaments, pouvons-nous passer en revue mes facteurs de risque de chute? Et quelle est la réduction réelle du risque de fracture avec ce médicament par rapport à un programme structuré de prévention des chutes? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous en tirez de la valeur, tapez le chiffre 4 dans les commentaires. C'est un moyen simple de me faire savoir que vous êtes là et que vous suivez. Dépistage échographique de l'artère carotide asymptomatique, c'est celui dont presque personne ne parle et d'après ce que la recherche montre, c'est l'un des plus discrètement importants. Une échographie de l'artère carotide vérifie les grands vaisseaux sanguins de votre cou qui acheminent le sang vers votre cerveau. L'idée est simple, si nous trouvons un blocage significatif, nous pouvons le nettoyer chirurgicalement et réduire votre risque d'AVC. Logique, n'est-ce pas? La réalité est bien plus compliquée et pour les patients asymptomatiques, bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Voici le fait clé. La procédure chirurgicale utilisée pour traiter un blocage carotidien, appelé endartériectomie carotidienne, comporte un risque de 2 à 3% de provoquer un AVC pendant ou immédiatement après la procédure. Et chez les personnes âgées, en particulier celles ayant d'autres problèmes de santé, ce risque est plus élevé. Le groupe de travail américain sur les services préventif déconseille explicitement le dépistage de routine de l'artère carotide chez les adultes qui n'ont pas de symptômes, pas de mini-AVC, pas d'épisode de perte de vision, pas de symptômes neurologiques. Leur analyse a révélé que chez les personnes asymptomatiques, le risque de préjudice chirurgical l'emporte sur le bénéfice. Voici pourquoi de nombreuses personnes de plus de 70 ans présentent un certain degré de rétrécissement de leurs artères carotides. Ce rétrécissement est souvent présent depuis des années, stable, silencieux, sans causer de problème. Lorsque vous le dépistez systématiquement, vous le trouvez, puis un chirurgien bien intentionné recommande de le réparer. Mais la chirurgie visant à réparer un blocage qui ne causait jamais de symptômes peut et parfois déloge un petit morceau de plaque qui se rend directement au cerveau. Je ne vais pas vous présenter une seule étude de cas pour celui-ci, car les résultats documentés sont trop importants pour être réduits à une anecdote. La littérature médicale montre des personnes se rendant à un rendez-vous de dépistage de routine et repartant sur une trajectoire complètement différente de ce qu'elles avaient imaginé, non pas à cause du blocage trouvé, mais à cause de l'intervention qui a suivi. Que faire à la place? Si vous n'avez pas de symptômes d'AVC ou d'AIT, pas de changement soudain de vision, pas de paralysie faciale, pas de faiblesse du bras, pas de maux de tête sévères, et soudain, alors une échographie carotidienne de routine n'est généralement pas recommandée. Il y aura le bien meilleur investissement est de contrôler les facteurs de risque modifiables réels, l'hypertension artérielle, le principal facteur d'AVC, la glycémie, l'arrêt du tabac, la gestion de la fibrillation auriculaire et le maintien de l'activité physique. Si vous avez des symptômes neurologiques, même brefs et résolus, faites-vous évaluer immédiatement. Cela change tout. Chaque fois que votre médecin vous recommande un test de dépistage, surtout si vous avez plus de 70 ans et que vous vous sentez bien, je veux que vous ayez ces 5 questions prêtes. Notez-les, mettez-les dans votre téléphone, apportez-les à chaque rendez-vous. Question 1. Quel est le taux de faux positifs de ce test chez les personnes de mon âge? Cela vous indique la probabilité que le test déclenche des procédures de suivi inutiles, même si rien ne va réellement mal. Aux questions 2, si ce test trouve quelque chose, quelles sont les options de traitement réalistes pour une personne de mon âge et de mon état de santé? Cela oriente la conversation vers les résultats et pas seulement les constatations. Question 3. Quel est le risque procédural de tout traitement que nous serions susceptibles d'entreprendre? C'est la question que la plupart des gens ne pensent jamais à poser. Chaque procédure comporte un risque. Vous méritez de le savoir à l'avance. Question 4. Que se passe-t-il si nous surveillons cela au lieu de le traiter? Pour de nombreuses affections détectées chez les personnes âgées, la surveillance attentive avec un suivi régulier est une option légitime et souvent supérieure. Question 5. Quelle est l'intervention non invasive la plus efficace pour cette condition? Car très souvent, comme pour la santé osseuse, la santé cardiaque et la prévention des AVC, le mode de vie et les médicaments surpassent les interventions procédurales avec beaucoup moins de risques.
Tout bon médecin accueillera ces questions, ils vous respecteront davantage de les poser. Et si votre médecin rejette ces questions ou vous fait sentir difficile de les soulever, c'est une information importante pour savoir si ce médecin vous convient. Je veux conclure par ceci. Il y a une différence entre la médecine qui trouve des choses et la médecine qui vous aide à bien vivre. Après 70 ans, l'objectif de vos soins de santé ne devrait pas être de générer des constats. Il devrait être de protéger et d'étendre votre qualité de vie, votre indépendance, votre énergie, votre capacité à faire ce qui compte pour vous. Les meilleurs médecins que j'ai jamais connus comprennent que faire moins demande parfois plus de sagesse que faire plus, que recommander une surveillance attentive demande plus de courage que de commander un autre examen. Donc vous avez le droit de savoir ce qu'un test recherche, vous avez le droit de savoir ce qui se passe si quelque chose est trouvé, vous avez le droit de demander si une constatation serait réellement traitée et si ce traitement améliorerait véritablement votre vie. La médecine nous a donné des outils incroyables, mais les outils ne sont utiles que lorsqu'ils sont utilisés dans le bon contexte, au bon moment, pour la bonne personne. Vous êtes cette personne et vous méritez une expérience de soins de santé construite autour de vos objectifs, de vos valeurs et de votre corps, et non autour d'une liste de contrôles. Si cette histoire a changé votre façon d'envisager les soins médicaux à votre âge d'or, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous nous engageons à découvrir les vérités médicales qui vous aident à protéger votre indépendance et votre bien-être. Et construisons ensemble un avenir plus sain. La prochaine information essentielle vous sera partagée très prochainement. Prenez soin de vous.